Le plan d'exposition au bruit de l'aéroport Tourval-de-Loire a été établi en décembre 2012. Il a été modélisé en fonction de l'évolution du trafic aérien civil et militaire pour le court, moyen et long terme, donc 5 ans, 10 ans et 20 ans. L'arrêt des vols militaires non prévus dans les perspectives de trafic lors de l'adoption de l'actuel PEB a considérablement réduit l'empreinte sonore de l'activité aéroportuaire. Je me suis intéressé à la question, savoir quelle méthode était utilisée pour définir ou réviser un PEB et quelles démarches était-il nécessaire d'entreprendre pour initier un projet de révision. J'ai de ce fait réalisé une étude de simulation sur le devenir des courbes isophoniques du plan d'exposition au bruit, tenant compte des nouvelles perspectives de trafic, du niveau de l'intensité sonore de l'aviation civile comparée à celle de l'aviation militaire et des différentes procédures d'approche pour les phases d'atterrissage entre l'aviation civile et l'aviation militaire. Alors c'est une présentation d'environ 30 minutes à l'issue de laquelle, si vous avez des questions, je pourrai essayer d'y répondre, bien sûr en fonction de l'expertise que j'ai pu acquérir en réalisant cette étude. Pour entamer cette présentation, je vous propose sur cette courte vidéo de partager avec vous le dernier vol de l'école de chasse de la base aérienne 705. On est parti pour effectuer le dernier vol de l'école de l'aviation de chasse basée à Tours depuis 61. Et on va en profiter pour faire la verticale de nombreuses mairies de la région en signe d'au revoir. Voilà, mission de formation qui perdurera désormais depuis la base de Cognac. Cette étude concernant la prédiction de l'évolution du zonage du PEB de l'aérodrome Tourval-de-Loire a été réalisée pour faire suite au départ de l'aviation militaire. Alors elle a pour but de donner aux communes couvertes par l'actuel PEB, un décret du 11 décembre 2012, au travers d'une simulation, une estimation sur le devenir des courbes isophoniques du PEB impactant les plans d'urbanisme des communes. Suivant l'article L571-13 du Code de l'environnement, il est dit ceci. L'autorité administrative peut créer pour tout aérodrome une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. Alors il faut savoir que c'est à la demande de la commission consultative de l'environnement que la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit, cette décision est prise par le préfet. Dans un communiqué du 8 janvier 2021 de la Direction de l'armée de l'air et de l'espace, il est mentionné que l'armée de l'air se retirant, l'activité aéroportuaire devait être transférée aux collectivités le 1er juillet 2021. Ce transfert a nécessité des travaux d'aménagement pour mettre aux normes les infrastructures de l'aérodrome et en raison de plusieurs facteurs, dont l'attente d'un décret et le Covid, l'échéance a été repoussée au 1er octobre 2021. Le décret attendu permettant de transférer les aérodromes d'État aux collectivités est paru le 27 juillet 2021. L'aérodrome de Tourval-de-Loire est la première plateforme à changer de main. C'est donc acté, aujourd'hui, l'activité aéroportuaire est transférée aux collectivités. Les 220 hectares de terrain cédés par l'armée au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport de Tours, le SMEDE, comprennent la piste d'atterrissage et de décollage, la bretelle d'accès, le taxiway, 5 hangars et quelques bâtiments dont la tour de contrôle. L'actuel PEB de l'aérodrome Tourval-de-Loire impacte 5 communes au nord de la Loire. Les communes de Tours, Parcé-Mêlé, Rochecorbon, Chanceau-sur-Choisille, Monnet et une commune au sud de la Loire, c'est la commune de Saint-Pierre-des-Corps. La zone A de Gênes-Tréforte impacte les communes de Tours et Parcé-Mêlé uniquement. Alors dans cette zone A sont autorisés uniquement les logements de fonction liés à l'activité industrielle autorisée dans le secteur, ainsi que les logements de fonction liés à l'activité aéroportuaire. La zone B de Gênes-Forte impacte principalement les communes de Tours et Parcé-Mêlé et pour une très faible surface la commune de Rochecorbon. Dans cette zone B, en plus des constructions autorisées dans la zone A, sont autorisés uniquement les équipements publics et collectifs. La zone C de Gênes modérée impacte les communes de Tours, Parcé-Mêlé, Rochecorbon. Dans cette zone C, la construction est soumise à restriction. Elle doit faire l'objet d'habitations individuelles non groupées dans des zones déjà urbanisées,
desservies par des équipements publics et dès lors que ces constructions n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil du secteur. La zone D, de gêne faible, mais qui impose pour la construction une isolation phonique renforcée, impacte les 5 communes du nord de la Loire, dont une très faible surface de la commune de Monnet. La zone D impacte également la commune de Saint-Pierre-des-Corps, au sud de la Loire. Dans toutes ces zones, la hauteur des constructions sera limitée en raison du zonage PT2 pour la protection des ondes radio, principalement liées à l'activité aéronautique. La remise en question du PEB ne peut pas se faire sur une simple vision subjective d'une situation future par rapport à une situation passée. Solliciter la CCE, c'est-à-dire la Commission consultative de l'environnement, pour une demande de révision du PEB auprès du préfet du département, doit s'appuyer sur des valeurs chiffrées pertinentes motivant cette demande. Et ce sont ces valeurs estimées qui sont simulées ici et qui s'appuient sur les sources des sites geoportail.gouv, écologie.gouv et du guide technique de la Direction générale de l'aviation civile au travers d'une étude portant sur l'impact du nombre de mouvements ou procédures sur les zones du PEB. Un mouvement, une procédure, est défini suivant les phases de roulage, décollage et atterrissage. Alors cette étude sur laquelle je m'appuie dans cette simulation a été commandée par l'ACNUSA. L'ACNUSA, c'est l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. L'ACNUSA a commandé cette étude auprès du service technique des bases aériennes afin d'évaluer si la demande de révision d'un PEB, alors que ce soit à la hausse ou à la baisse, peut s'avérer pertinente ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2002, les PEB sont définis en Elden. L'indice Elden est un indice de gêne sonore et nous verrons un peu plus loin ce qu'il représente et comment il est calculé. Les aérodromes de Poitiers, Limoges et Strasbourg sont comparés dans cette étude pour valider les hypothèses avancées dans cette simulation de l'impact du départ de l'aviation militaire sur les zones du PEB de l'aérodrome Tours-Val-de-Loire. Il est stipulé dans l'article R112-9 du Code de l'urbanisme que la révision du PEB doit être examinée au moins tous les 5 ans. La Commission consultative de l'environnement doit en examiner la pertinence. Et nous sommes déjà à 9 ans de la dernière révision. Le PEB est un document graphique à l'échelle 1/25 millième qui délimite 4 zones de gêne quantifiées par l'indice Elden. L'indice Elden est un indice de gêne sonore exprimé en décibels. Il est pondéré en fonction de la période d'émission du bruit en journée, le soir ou la nuit. Alors Elden, L pour level, donc niveau en français, D, donc c'est le jour en français, E, evening, le soir en français, et N pour night, la nuit en français. Pour le soir, il sera ajouté à la référence de certification d'émissions sonores des avions, que l'on appelle le PNLDB, plus 5 décibels, et la nuit, plus 10 décibels. Et vous avez ici donc la formule de l'indice Elden. Le PEB est donc un document graphique qui délimite 4 zones définies par des courbes isophoniques comprises entre 2 indices Elden, un mini et un maxi, sur un rayon d'éloignement par rapport au point d'émission de l'intensité sonore qui est donc exprimé en Elden. De la gêne la plus forte au plus proche du point d'émission à la gêne modérée au plus éloigné du point d'émission, on trouve la zone A de gêne très forte avec un indice Elden supérieur ou égal à 70 décibels. L'actuel PEB définit pour cette zone A un rayon d'environ 250 mètres. La zone B de gêne forte avec un indice Elden supérieur à une valeur choisie par le préfet pouvant aller de 62 à 65 décibels. L'actuel PEB définit pour cette zone B un rayon d'environ 500 mètres. Les constructions ou extensions sont autorisées uniquement si celles-ci sont nécessaires à l'activité aéroportuaire. La zone C de gêne modérée, avec un indice Elden supérieur à une valeur choisie, toujours par le préfet, entre 55 et 57 décibels. Cette zone C, aujourd'hui, est définie sur un rayon d'environ 1 km. Alors cette zone, qui a été partiellement urbanisée avant l'adoption du PEB par le décret de décembre 2012, est aujourd'hui soumise à restriction. La zone D de gêne faible, obligatoire sur les 10 plus grands terrains, avec un indice Elden mini supérieur ou égal à 50 décibels. Le PEB de 2012 définit pour cette zone un rayon d'environ 1,5 km, qui imposera donc pour la construction une isolation phonique renforcée.
Comme vous pouvez le voir sur cette simulation, le point d'émission de l'intensité sonore se déplaçant durant ce que l'on appelle le mouvement, les courbes isophoniques seront modélisées en fonction de l'éloignement de ce point d'émission, donnant une forme allongée correspondant à la trajectoire des aéronefs. Dans sa plus grande largeur, la zone D, ici en bleu, est de 3 km pour une longueur maximum de 12 km 400. Le site geoportail.gouv avec son outil de mesure permettant d'obtenir ces valeurs. Alors la zone D, comme je le disais tout à l'heure, ne donne pas lieu à des restrictions de droit à construire. Les constructions nouvelles autorisées doivent simplement faire l'objet de mesures d'isolation acoustique renforcées. Dans sa plus grande largeur, la zone C, ici en vert, est de 2 km, pour une longueur maximum de 7 km 600. À l'intérieur de la zone C, les constructions individuelles non groupées sont autorisées à condition d'être situées dans un secteur déjà urbanisé et dès lors que ces constructions n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil du secteur. Alors, un faible accroissement de la capacité d'accueil du secteur, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on va dire que c'est à l'appréciation de la direction d'urbanisme des communes concernées. La définition d'un PEB ne se fait pas par mesure sur le terrain du niveau sonore des avions par des techniciens qui se promèneraient avec des sonomètres, mais au travers d'un outil de simulation INM pour Integrated Noise Model. La modélisation INM est utilisée pour la définition des courbes isophoniques en LDEN, et elle est la référence pour la définition des plans d'exposition au bruit pour les aérodromes. Ce modèle de simulation est alimenté par plusieurs paramètres plus ou moins sensibles. On y trouve l'émission sonore correspondant à la qualification des aéronefs répertoriés dans une base de données, la topologie du terrain pour la propagation du son, les trajectoires des aéronefs et le trafic en nombre de mouvements avec une répartition jour, soir et nuit, sachant que l'impact de la période des mouvements est significative. La modélisation des courbes isophoniques des zones ABCD du PEB est donc liée à plusieurs paramètres plus ou moins sensibles. Une matrice est utilisée répertoriant chaque aéronef avec le pourcentage de procédure jour, soir et nuit. Chaque aéronef, avec son niveau de certification d'émissions sonores, est répertorié dans la base de données ANP qui est l'Aircraft Noise and Performance Database. Cette base de données est disponible pour tout un chacun en créant un compte sur le site aircraftnoisemodel.org. La simulation est faite pour 3 scénarios correspondant à la perspective de l'évolution du trafic court, moyen et long terme. Alors, je le rappelle, le court terme c'est horizon plus 5 ans, moyen terme horizon plus 10 ans et le long terme horizon plus 20 ans. Sur l'aérodrome Tours-Val-de-Loire, sans l'aviation militaire, le nombre de procédures est divisé par 5. Le PNLDB, qui est l'Effective Perceived Noise Decibel, est l'unité de certification acoustique des aéronefs. Elle est définie en fonction de la valeur PNL, la Perceived Noise Level, en français le niveau de bruit perçu. Donc pour chaque aéronef, qui est donc répertorié dans la base de données ANP. La valeur EPNLDB est une valeur moyennée pour chaque aéronef, tenant compte des phases de roulage, décollage et atterrissage que l'on appelle le mouvement ou la procédure. En comparant l'intensité sonore des aéronefs, on peut voir que l'EPNLDB de l'aviation civile est en moyenne de moins 10 décibels par rapport à l'aviation militaire. Et depuis le début des années 2000, les nouvelles normes imposent une réduction conséquente du bruit des moteurs d'avion qui doit être aujourd'hui inférieure à 90 décibels. La méthode de certification acoustique permettant de définir le PNLDB des aéronefs est détaillée dans un rapport de 139 pages de l'European Civil Aviation Conference que je peux vous faire parvenir. C'est une approche scientifique qui tient compte des caractéristiques des aéronefs, de leur comportement au décollage, en vol et à l'atterrissage. Alors j'ai pris pour exemple 3 avions que l'on peut voir fréquemment sur le tarmac de l'aéroport Tours-Val-de-Loire. Un Boeing 737-300 ou 737-800 de type jet, un Airbus A320-232 de type jet, et puis un Saab SF-340, un avion à hélice avec turbopropulseur pouvant embarquer jusqu'à 40 passagers. Pour ces 3 avions, on a des valeurs proches de 90 décibels, alors qu'un avion de chasse dépasse les 100 décibels et en post-combustion atteint même aisément les 140 décibels. Ce qui était le cas pour le Rafale et les Mirage 2000 de la police de l'air, dont les perspectives de trafic en nombre de mouvements ont bien été prises en compte dans le calcul du PEB de 2012.
Ceci juste pour vous donner une idée de la différence entre l'émission sonore de l'aviation civile par rapport à l'aviation militaire, mais je pense que tout le monde en est bien conscient. Un autre paramètre, peut-être moins connu, important est la trajectoire des aéronefs. En effet, il y a une différence dans les procédures d'approche pour l'atterrissage entre l'aviation militaire et l'aviation civile. La procédure d'atterrissage de l'aviation militaire consiste à effectuer une boucle à basse altitude autour de la piste d'atterrissage pour finaliser la descente en virage avant de se poser. Alors cette procédure, elle élargit de façon significative les zones C et D du PEB. La procédure d'atterrissage de l'aviation civile consiste à un alignement dans l'axe de la piste dans la dernière phase de descente. C'est ce qu'on appelle la procédure ILS pour Instrument Landing System. La certification de l'émission sonore des aéronefs n'est pas liée uniquement au bruit des moteurs d'avion, mais aussi au profil des aéronefs, à leur masse et à ce que l'on appelle le bank angle dans les phases finales d'atterrissage, qui correspond à la cambrure de l'avion dans la phase d'atterrissage. Les nouvelles procédures d'approche font appel à des angles ILS, pour Instrument Landing System, je rappelle, plus faibles, ce qui induit des cambrures plus faibles, des régimes de moteurs moins élevés et des déplacements d'air moins importants. Tous ces facteurs réduisent le niveau de l'intensité sonore, des valeurs qui sont comprises entre moins 1 et moins 3 décibels. Alors ces nouvelles procédures, auxquelles les compagnies aériennes adhèrent, réduisent aussi les consommations de carburant. En comparaison, les courbes isophoniques des aéroports civils sont plus étroites que celles des aéroports militaires. En moyenne, pour les zones C, le ratio largeur-longueur d'un aéroport mixte est de 0,5, alors que pour un aéroport civil, le ratio n'est que de 0,25. Pour une même intensité sonore, un PEB d'un aéroport civil est moitié moins large que le PEB d'un aéroport militaire. En conclusion, le trafic, les trajectoires et l'émission sonore des aéronefs sont les paramètres les plus sensibles pour la simulation des courbes isophoniques du PEB. Les conclusions de l'étude commandée par la CNUSA portant uniquement sur l'impact des paramètres de trafic sur la modélisation des courbes de bruit en Helden permet d'estimer si la révision d'un PEB peut être pertinente ou non. Il en résulte une première conclusion, que la surface des zones est proportionnelle au nombre total de mouvements. Diviser par 2 le nombre de mouvements se traduit par réduire de moitié la surface des zones du PEB. Puisque les surfaces sont proportionnelles au nombre de mouvements, la deuxième conclusion, qui d'un point de vue mathématique confirme la première, la longueur et la largeur des zones sont proportionnelles à la racine carrée du nombre de mouvements. Alors connaissant les prévisions de trafic du passé et celui du futur, il sera facile, à valeur EPNL-dB constante, de mesurer l'impact de ce trafic sur la longueur et la largeur des zones du PEB. La troisième conclusion sur le plan graphique confirme les deux précédentes, c'est-à-dire que diviser par 2 le nombre de mouvements revient à décaler les indices Helden de moins 3 décibels. Donc, suivant cette étude commandée par la CNUSA, on peut en conclure que diviser le nombre de mouvements par 5 reviendra à décaler les indices Helden de moins 7,5 décibels. Et donc, je vous invite à retenir cette valeur. À valeur EPNL constante, l'indice Helden devrait donc être diminué de moins 7,5 décibels. L'indice Helden de la limite basse de la zone C recalculée serait de 57 moins 7,5 décibels, c'est-à-dire 49,5 décibels. L'ensemble de la zone C de l'actuel PEB serait translaté en zone D. Prendre en considération la réduction de l'émission acoustique de l'aviation civile, ainsi que les trajectoires d'approche dans la phase d'atterrissage, amplifiera d'autant plus la réduction des surfaces du PEB. Nous avons vu, dans le rapport commandé par la CNUSA, que la longueur et la largeur des zones sont proportionnelles à la racine carrée du nombre de mouvements. Les mouvements à long terme définis dans le PEB de décembre 2012 donnent un total aviation militaire plus aviation civile de 45 949 mouvements. L'aviation civile seule de 8 864 mouvements, donnant un ratio, suivant la préconisation de l'étude commandée par la CNUSA, de 0,439. L'actuelle zone C serait réduite à une largeur de 843 mètres pour une longueur maximum de 3300 mètres, et ceci à EPNL constant. La zone C aurait comme limite l'actuelle limite de la zone B. Alors, je vous rappelle les lignes ouvertes aujourd'hui sur l'aéroport Tour Val-de-Loire. On a Dublin, qui est fermé en raison du Covid, Londres,
Stansted, Marseille, Marrakech, Porto et la ligne de Lisbonne qui devait s'ouvrir en novembre 2021 ne s'ouvrira pas, la raison invoquée étant qu'il n'y aurait plus de créneaux disponibles sur l'aéroport de Lisbonne. Alors, nous avons pu lire dans certaines presses que les perspectives du nombre de passagers annuels sur l'aérodrome Tour-Val-de-Loire pourraient passer de 300 000 avant la crise à 500 000. En se basant sur l'année 2019, puisque l'année 2020 fut une année un peu particulière avec la crise Covid, quand on analyse les chiffres officiels, les 300 000 passagers annoncés ne sont en fait que 189 067. Et si l'on compare les statistiques annuelles par rapport à la projection qui était faite lors de l'adoption du PEB de décembre 2012, où nous avions 8 864 mouvements, en réalité, en 2019, pour l'aviation civile, nous ne sommes qu'à 7 460 mouvements. Alors 189 000 passagers pour 7 460 mouvements, cela peut se traduire, si l'on imagine une augmentation de passagers très optimiste, pouvant aller jusqu'à 500 000 passagers par an, à un maximum de 20 000 mouvements. 7 460 divisé par 189 000, multiplié par 500 000, ça nous fait 19 735 mouvements. Donc un trafic encore inférieur à celui des 3 aérodromes civils que je compare dans cette étude et que je vous propose par curiosité de regarder. Les simulations précédentes sont faites à EPNL constant, c'est-à-dire sans tenir compte de la baisse de l'émission sonore occasionnée par l'arrêt des vols militaires et en particulier des avions de chasse. C'est pourquoi il est intéressant de comparer les PEB d'aéroports civils et ceux des aéroports mixtes, comme l'était l'aéroport Tour-Val-de-Loire, pour mesurer l'impact de l'émission sonore de l'aviation militaire en ajoutant à cela les procédures d'approche pour l'atterrissage. Les exemples qui suivent démontrent, pour un trafic d'aviation civile bien supérieur au futur trafic de l'aéroport Tour-Val-de-Loire, l'importance de ces deux paramètres. Pour exemple, la largeur de la zone C de l'aérodrome de Poitiers est de environ 800 mètres pour un trafic de 33 000 mouvements. Un autre exemple, en prenant la zone C, si l'on compare l'aéroport de Tour-Val-de-Loire avec l'aviation militaire, on est à 2 km pour 45 000 mouvements. Alors que pour l'aéroport de Limoges, cette zone C est de 900 mètres pour 60 000 mouvements. La largeur de la zone C de l'aérodrome de Strasbourg est d'environ 1,4 km, donc toujours inférieure aux 2 km de la largeur de la zone C de l'aérodrome Tour-Val-de-Loire, mais pour un trafic de 90 000 mouvements, soit le double du trafic à long terme de l'aérodrome Tour-Val-de-Loire. Alors si le trafic est un paramètre important, comme le démontre l'étude demandée par la CNUSA, le niveau de la certification acoustique des avions et la trajectoire des aéronefs est également très important dans la simulation INM et le calcul de l'indice Elden. Pour confirmer toute cette approche faite par comparaison, en se basant sur le rapport de l'étude commandée par la CNUSA, il est intéressant de vérifier ces résultats d'un point de vue purement théorique avec les lois de la physique sur l'intensité sonore et le niveau de l'intensité sonore. Je vais donc aborder un chapitre un peu technique, mais qui va permettre de crédibiliser les résultats de cette étude de simulation. Il ne faut pas confondre l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré, alors que le niveau d'intensité sonore s'exprime, lui, en décibels. L'intensité sonore, c'est la puissance sonore par unité de surface. On peut la traduire par une formule qui est I égale P sur S. P, c'est la puissance sonore qui s'exprime en watts. C'est par exemple la puissance des haut-parleurs de votre système de son. On parle aussi de puissance RMS pour root mean square ou de puissance efficace. On peut parler aussi de pression acoustique. Alors la pression acoustique, c'est quoi? La pression acoustique est la valeur efficace sur un intervalle de temps donné de l'amplitude de la variation rapide de la pression atmosphérique qui cause une impression sonore. S, c'est la surface de l'onde qui s'exprime en mètres carrés et qui se propage de manière sphérique tout autour du point d'émission sonore. L'intensité sonore, I, est donc exprimée en watts par mètre carré. Alors il faut savoir que l'intensité sonore de plusieurs sources s'additionne et elle s'exprime donc en watts par mètre carré. Dans le cas d'un PEB, doubler le trafic revient à doubler l'intensité sonore et inversement, diviser par 2 le trafic revient à diviser par 2 l'intensité sonore.
L'intensité sonore perceptible par l'oreille humaine prend des valeurs sur un intervalle extrêmement large qui va de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui est le seuil d'audibilité de l'oreille humaine, jusqu'à 10 watts par mètre carré, qui est le seuil de la douleur pouvant causer des problèmes d'audition irréversibles, soit un facteur de 10 puissance 13, c'est-à-dire 10 000 milliards, entre la limite inférieure et la limite supérieure. Afin d'utiliser une échelle de grandeur plus simple et plus significative, on définit le niveau d'intensité sonore sur une échelle logarithmique. Le seuil d'audibilité de l'oreille humaine, plus communément appelé I0, est donc fixé à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Le niveau de l'intensité sonore, L, pour level, donc niveau en français, s'exprime en décibels et est égal à 10 log de I sur I0. I pour l'intensité sonore de la source d'émission, donc en watts par mètre carré, et I0 pour le seuil d'audibilité de l'oreille humaine, qui est donc de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Alors vous voyez, le niveau d'intensité sonore, qui s'exprime donc en décibels, est simplement un ratio de l'intensité sonore sur le seuil d'audibilité de l'oreille humaine. Dans cette petite démonstration algébrique, on constate que doubler l'intensité sonore se traduit par un niveau d'intensité sonore de plus 3 décibels et inversement, diviser par 2 l'intensité sonore se traduit par un niveau d'intensité sonore de moins 3 décibels. Ce qui confirme le résultat de l'étude du service technique des bases aériennes sur l'impact du trafic sur l'indice Elden. Rappelez-vous, la troisième conclusion de l'étude de la CNUSA nous dit que diviser par 2 le nombre de mouvements revient à décaler les indices Elden de moins 3 décibels. Dans la simulation INM, l'intensité sonore est proportionnelle au nombre de mouvements. Donc diviser par 5 le nombre de mouvements sur l'aérodrome Tours-Val-de-Loire revient à diviser par 5 l'intensité sonore. Ce qui équivaut, suivant cette petite démonstration algébrique, ou tout simplement avec la bonne vieille règle de 3, moins 5 divisé par 2 multiplié par 3, c'est égal à moins 7,5 décibels. Nous retrouvons donc exactement ici la même valeur que précédemment. En reprenant la formule de l'intensité sonore, la source sonore peut se représenter par un point ponctuel, et comme je le disais précédemment, l'onde sonore se propage tout autour de manière sphérique dans toutes les directions possibles. Nous avons tous appris au collège, en 5e, en 4e, je ne me souviens plus très bien, mais vous vous rappellerez certainement de ce terme mnémotechnique que la surface de la sphère était égale à 4 pieds carrés. Donc l'intensité sonore I est égale à P sur 4 pieds carrés. La distance est prépondérante dans la réduction de l'intensité sonore puisque la puissance sonore est divisée par la distance au carré multipliée par 4π. Doubler la distance d'éloignement du point d'émission sonore se traduit par réduire le niveau d'intensité sonore de moins 6 décibels. La règle de l'atténuation de la distance que nous venons de voir d'un point de vue théorique se vérifie parfaitement avec les courbes isophoniques du PEB. Et si l'on prend comme valeur de référence la distance des courbes isophoniques de l'actuel PEB, mesurée sur le site geoportal.gouv, par rapport au point d'émission sonore le plus intense, en fonction de la règle de calcul de l'atténuation, la limite basse de la zone B est calculée à 63,2 décibels pour une valeur de référence de 62 plus 3 zéros. La limite basse de la zone C est calculée à 57,5 décibels pour une valeur de référence de 55 plus 2 zéros. La limite de la zone D est calculée à 51,6 décibels pour une valeur de référence supérieure à 50 décibels. En fonction de la règle de calcul théorique que nous venons de voir, le coefficient de réduction de la largeur des zones est de 0,375 pour moins 7,5 décibels. Ceci comparé au 0,439 suivant le résultat de l'étude demandée par la CNUSA auprès du service technique des bases aériennes. Le calcul théorique est un peu moins favorable puisqu'il a tendance à gonfler un peu plus les zones du PEB. Mais cette marge d'erreur faible de 6% va permettre de valider la simulation suivante. À EPNL constant, c'est-à-dire sans tenir compte de la baisse de l'intensité sonore de l'aviation civile par rapport à l'aviation militaire, la largeur des zones recalculée en fonction de l'évolution du trafic avec l'arrêt de l'aviation militaire serait donc une zone A de 167 mètres au lieu de 445 mètres, une zone B de 370 mètres au lieu de 985 mètres, une zone C de 743 mètres au lieu de 2 km et une zone D de 1 km 100 au lieu de 3 km. La longueur et la largeur des zones sont donc pratiquement divisées par 3, et ceci à EPNL constant. Vous avez ici une schématisation de ce que pourraient devenir les courbes isophoniques
après une révision de l'actuel PEB. On peut trouver sur le net des expériences de révision de PEB pour des aéroports français, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sous condition de l'existence d'une commission consultative de l'environnement pour l'aéroport concerné qu'un projet de révision peut être envisagé. Et il semblerait que la CCE existe bien pour l'aéroport Tourval-de-Loire, mais qu'elle n'a, dans l'instant, pas été sollicitée. Cependant, le résultat de mes recherches font penser que le process de révision du PEB demandera du temps, environ 3 ans, à partir du recueil de données, mais il ne fait aucun doute que le PEB doit être révisé. Je rappelle ce que je disais au début. Suivant l'article L571-13 du Code de l'environnement, il est dit que l'autorité administrative peut créer pour tout aérodrome une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. Et c'est à la demande de la commission consultative de l'environnement que la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit, cette décision est prise par le préfet. Alors, cette commission consultative de l'environnement est constituée de 3 collèges. Le premier collège, ce sont les professionnels de l'activité aéroportuaire. Le deuxième collège, ce sont les représentants des collectivités locales, donc élus des conseils régionaux, départementaux et communautés de communes. Et puis le troisième collège, ce sont les représentants d'associations de riverains et éventuellement d'associations de protection de l'environnement. La création et l'approbation de cette commission est soumise à un vote à scrutin majoritaire par les maires des communes qui auront préalablement été convoqués par le préfet. Enfin, pour conclure, avec la baisse drastique du trafic aérien sans l'aviation militaire et ajouter à cela l'émission sonore de l'aviation civile par rapport à l'aviation militaire évaluée à minima à moins 10 décibels, et vous avez une idée maintenant de ce que représentent 10 décibels sur les courbes isophoniques d'un PEB. Ce n'est pas rien. On pourrait également ajouter les trajectoires des aéronefs autour de l'aérodrome, les nouvelles procédures ILS d'atterrissage de l'aviation civile, on va dire moins de décibels. Cela pourrait se traduire par une révision que j'estime à minima au moins égale à moins 15 décibels. Le PEB doit donc faire l'objet d'un projet de révision. Il faut savoir que la rétrocession des terrains de l'armée de l'air et de l'espace, c'est-à-dire de l'État aux collectivités, est accompagnée d'une clause de maintien de l'activité aéroportuaire, sans quoi les collectivités pourraient être redevables d'une forte pénalité financière. Pour rester en toute transparence avec vous, j'ai investi beaucoup de temps dans cette étude, mais elle reste libre de droit. Si je suis un entrepreneur indépendant, je ne suis pas un institut de conseil. Ce que je souhaite, c'est obtenir votre soutien, je dirais actif, pour initier une demande de révision de l'actuel PEB, puisque suivant la législation, seules les communes ou communautés de communes peuvent en faire la demande auprès du préfet du département, car malheureusement, moi, je ne peux rien, sinon juste essayer de vous convaincre que cette demande est légitime. Vous pouvez donc partager le lien, si vous le souhaitez, avec qui vous voulez. En tout cas, je vous remercie encore de votre accueil et je reste à votre disposition si vous avez des questions.